présente Mathilde Dignette, donc je suis la députée de la circonscription. Et c'était important pour moi, pour nous, d'organiser cet événement ce soir, puisque ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la guerre en Ukraine, du conflit israélo-palestinien. Mais pourtant, ce n'est pas les seuls pays qui sont en guerre. Et on a vu aussi donc, le changement de président américain depuis début 2025, qui a provoqué un bouleversement complet des relations internationales. Et cela a généré des interrogations et même des peurs. Et puis en fait, c'est vrai que lorsqu'on vit dans un pays en paix depuis 80 ans, ben évidemment, on ne veut pas revivre la guerre. On ne veut pas que ces enfants aillent faire la guerre. Et ces peurs, pourtant, elles ne doivent pas empêcher de réfléchir et de débattre. L'environnement médiatique ne nous permet pas non plus, ou pas forcément, de réfléchir et de débattre sereinement. Les médias déforment, caricaturent les idées, souvent les nôtres d'ailleurs, et parfois ils répandent des contre-vérités. Et donc la meilleure arme que nous ayons pour contrer cela, eh bien, c'est de débattre de nos idées directement. Alors vous savez, sur les questions internationales, moi je suis comme la plupart d'entre vous, ça peut me sembler lointain, complexe, sensible. Alors pour préparer ce café-débat, quel chemin pour la paix, j'ai lu, j'ai échangé, j'ai visionné quelques reportages, mais cela ne fait pas de moi une experte. Alors pour répondre à un maximum de vos questions, j'ai invité Roland Mivet, secrétaire national du mouvement de la paix, et Nadège Abomangoli, députée de la Seine-Saint-Denis, membre de la commission des affaires étrangères et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci beaucoup. Alors répondre à la question « Quel chemin de la paix en 2025 ?» Eh bien, c'est d'abord se demander dans quel monde nous vivons. Le constat, il est dramatique. Il n'y a jamais eu autant de conflits armés dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2024. Les premières guerres auxquelles on pense sont celles en Ukraine ou en Palestine, mais la guerre sévit aussi au Yémen, en République démocratique du Congo, en Birmanie, et là on voit un nouveau conflit qui va peut-être se déclencher entre l'Inde et le Pakistan. La guerre fait d'abord des victimes civiles, et en premier lieu, les femmes et les enfants. L'année 2024 a été celle où le plus grand nombre d'enfants est mort à cause des guerres dans le monde. L'année 2024 a été la plus meurtrière pour le personnel humanitaire. Ces constats nous rappellent une chose, la guerre est organisée par les puissants, mais elle frappe d'abord les plus faibles. Alors se soucier de la paix n'est pas seulement un enjeu géopolitique, c'est aussi et surtout une question d'humanité. En 2024, se sont déroulées des élections qui ont bouleversé les relations internationales. En juin 2024 ont eu lieu donc les élections européennes qui ont renforcé la droite et l'extrême droite européenne. Et depuis donc le mois de janvier dernier, Donald Trump qui est président des États-Unis. En 2025, nous nous retrouvons avec Donald Trump à la présidence des États-Unis, une Union européenne dominée par la droite et l'extrême droite, Vladimir Poutine qui est toujours à la tête de la Russie, et on peut ajouter à ce panorama qu'il y a quelques semaines, le président turc Erdogan a balayé les derniers aspects démocratiques de la Turquie en emprisonnant son principal opposant. Alors la question est donc, comment positionner la France dans ce contexte ? Mais avant, comment en sommes-nous arrivés là ? La première raison pour moi, c'est l'enfermement des dirigeants du monde dans la seule perspective militaire au détriment de la négociation diplomatique. La perspective militaire est une impasse qui ne permet pas de sortir du conflit et construire les conditions de la paix. Sur de nombreux conflits, la voie diplomatique a été délaissée et on paye aujourd'hui les conséquences. Si on reprend l'exemple de l'Ukraine et de la Palestine. En Ukraine, quelques semaines après l'attaque de la Russie en février 2022, des négociations ont eu lieu à Istanbul. La Russie et l'Ukraine étaient proches de conclure un cessez-le-feu, mais les États-Unis et le Royaume-Uni ont encouragé l'Ukraine à le refuser en faisant croire qu'elle gagnerait la guerre sur le champ de bataille. Et 3 ans plus tard, on connaît le résultat.
En Palestine, c'est la même chose. On laisse le champ libre à l'armée d'Israël sans se soucier à aucun moment d'une issue diplomatique. Cette mise à l'écart des diplomates a été accélérée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Les diplomates ont même fait grève en 2022 pour dénoncer le manque de moyens de leur corps d'État. Alors quand on veut préparer la guerre, on achète des armes, et quand on veut préparer la paix, eh bien on forme des diplomates. Un des symboles de cette supériorité de l'action militaire sur la diplomatie, c'est la remise en cause des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a été créée justement pour prévenir la guerre et installer une paix durable dans les sociétés. Mais aujourd'hui, l'ONU n'est plus audible, pire, à certains endroits, elle est même attaquée. On oublie même que les Nations Unies ont le pouvoir d'envoyer des soldats sur les terrains pour maintenir la paix. Vous savez, ce sont les casques bleus. Et je crois que les Nations Unies sont un des outils que nous avons pour tracer des chemins de paix. Alors depuis l'élection de Donald Trump, les Français et les Européens se sentent complètement déboussolés parce que certains pensaient que les États-Unis étaient un allié naturel des Européens et qui seraient toujours à nos côtés. Cela n'a pas toujours été le cas, et c'est pour ne pas dépendre justement des États-Unis que le général de Gaulle a fait le choix en 1966 de sortir la France du commandement de l'OTAN. En 2023, la France et plusieurs pays européens se sont opposés aux interventions militaires américaines en Irak. Mais depuis 2007, les gouvernements français successifs ont fait le choix de s'aligner quasi systématiquement sur les États-Unis. On en paye aujourd'hui les conséquences. Alors l'alternative à une diplomatie alignée sur les États-Unis, eh bien, c'est une diplomatie non alignée. L'évolution des relations internationales pose aussi la question de la place de l'Europe et de l'avenir de l'Union européenne. L'Union européenne doit-elle se réarmer massivement comme elle semble le préparer, ou cela doit-il être une compétence de ses États membres? La question mérite d'être posée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan d'investissement de 800 milliards d'euros de dépenses pour l'armement et la défense. Et donc j'ai deux remarques à ce sujet. Premièrement, le montant de 800 milliards d'euros correspond quasiment à l'euro près au montant d'investissement dans la défense que demande Donald Trump aux pays membres de l'OTAN. Donc c'est une drôle de manière de cultiver son indépendance que de s'empresser d'obéir aux demandes du président américain. Et deuxièmement, ces investissements seront exclus du calcul de la dette des pays européens. Donc comme par magie, ça veut dire que pour acheter des armes à l'industrie, on peut dépenser sans compter. Par contre, quand il s'agit de financer la transition écologique, les services publics, de répartir les richesses, là on ne peut pas parce qu'on est endetté. Donc une Europe de la défense est-elle vraiment nécessaire et possible? Dans quelles conditions et avec quelles garanties? Car la guerre est souvent un prétexte pour alimenter les profits au détriment du peuple. On entend parler de plus en plus d'économie de guerre. Au contraire, nous devons défendre une économie de paix qui réponde aux besoins de la société. La défense peut en faire partie, mais pas uniquement. N'oublions pas que c'est parfois en temps de guerre que nous avons gagné certaines avancées sociales. En 1914, création de l'impôt sur le revenu. En 1916, création d'une taxe sur les superprofits. En 1944, signature du programme du Conseil national de la résistance, et donc la création de la sécurité sociale. Alors je termine mon introduction ici en citant Jean Jaurès, qui a été assassiné la veille de la guerre. Et donc devant la Chambre des députés, il a dit en 1895, il a dit « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». À bon entendeur. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant laisser la parole à Roland Livet, puis à Nadège Abomangoli, donc qui vont parler pendant 10-15 minutes. Et ensuite, l'objectif, c'est d'avoir un échange avec vous, si vous avez des questions. Alors, Roland, vous êtes secrétaire national du Mouvement de la Paix. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre association, son projet, ses actions? En quoi le Mouvement de la Paix œuvre-t-il aussi pour une culture de la paix? Quelles propositions
le mouvement défend-il pour promouvoir une paix durable dans les sociétés? Je vais essayer. Merci en tout cas de nous avoir invités. Il est quand même assez rare que nous soyons invités et donc de discuter avec des élus qui ont en charge quand même la conduite des affaires nationales, c'est important. Donc je suis à la fois secrétaire national et je représente aussi le mouvement de la paix à la commission ECOSOC des Nations Unies, à laquelle nous sommes membres depuis maintenant une dizaine d'années. Donc je vais dire deux mots, j'espère que les questions viendront, je préfère, c'est mieux, mais donner en vitesse l'évolution, qu'est-ce que c'est que le mouvement de la paix, quelques évolutions et nos principales actions aujourd'hui. Donc ce mouvement est né en 1948, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un mouvement qui est issu des mouvements de résistance. Hein. Et donc la composition idéologique, les sous-bassements idéologiques du mouvement de la paix sont de 4 ordres. Il y a les marxistes à l'époque avec 2 partis communistes qui étaient forts. Il y avait chez les catholiques autour de témoignages chrétiens. Et on a eu longtemps des secrétaires nationaux qui étaient les responsables de témoignages chrétiens et le mouvement protestant, puisque par exemple, moi quand j'ai adhéré au mouvement de la paix, un des secrétaires nationaux c'était le responsable de la radio protestante en France. Et enfin le 4e courant, c'est ce que j'appelle les libres penseurs, pas au sens de l'organisation libre pensée d'aujourd'hui, mais ce qu'on appelle les libres penseurs à l'époque, c'était Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, etc. Ce sont tous ces gens-là qui composaient ce qu'on appelle les libres penseurs. C'est comme ça. Et donc le premier président du mouvement de la paix, ça a été Frédéric Joliot-Curie. Donc ce mouvement, il est né parce que déjà envoyé à Berlin avec toute la guerre froide commençait. Et les résistants, on se sont dit, mais on est mal reparti. Et il faut créer quelque chose. Bon, il y avait des choses avant aussi, mais pas bien structurées comme ça. Et donc, ils se sont réunis à Paris, on va mettre d'ailleurs une pancarte prochainement pour dire ça. C'était les combattants de la liberté, et c'est devenu ensuite les combattants de la liberté pour la paix, et ensuite le mouvement de la paix, structuré. Voilà. Donc, d'abord les guerres contre les guerres coloniales, contre le colonialisme, d'abord en Indochine et ensuite en Algérie. Hein, ce mouvement, notre siège à l'époque a été plastiqué par l'OAS. Donc dans notre mouvement, il y a des gens pour les Bretons ici qui font référence quand même. René Vautier était membre du Conseil national du mouvement de la paix. Henri Alleg était également membre j'ai été secrétaire national tout jeune avec lui. Je ne vous explique pas un petit peu quand on voit ces personnes qu'on a à 30 et quelques années. Et donc, toutes ces guerres coloniales, on a mené cette bataille en liaison avec les peuples voilà. Et une étape importante, bien sûr la guerre du Vietnam. Bon, j'ai participé à la manifestation à Paris, où enfin la guerre s'arrêtait. C'est vrai que ça montre quand même le poids des peuples et aussi ces expériences-là. Il a fallu combien de morts en Algérie pour en finir arriver aux accords d'Évian. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu un changement effectivement important dans le mouvement de la paix en 2000. Alors, je vous donne 2 ou 3 choses. L'ONU, en 1988, a demandé à l'UNESCO, dont c'était le rôle, pour en finir, c'est les intellectuels, c'est la science, etc., de plancher sur une question. Est-ce que la guerre est inhérente quasiment génétiquement à l'espèce humaine? Est-ce que l'espèce humaine, comme on dit toujours, il y a des guerres, il y en a toujours, il y en aura toujours. Qu'est-ce que vous dites, vous, la communauté scientifique? Il s'est réuni à Séville, je ne sais pas si c'est 1 millier de toutes les disciplines scientifiques qui ont planché sur cette question. Et il est sorti le manifeste de Séville. Alors, je vais vous le dire parce que je pense que c'est important. Et donc, ce manifeste de Séville, là, c'est le livre blanc pour la paix qu'on a écrit, nous, avec une 40aine d'organisations. Donc, il se termine en disant « Il est scientifiquement incorrect de dire que nous avons hérité de nos ancêtres, les animaux, une propension à faire la guerre. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre ou toute forme de comportement violent est génétiquement programmée dans la nature humaine. Il est scientifiquement incorrect de dire qu'au cours de l'évolution humaine, une sélection s'est opérée en faveur de comportements agressifs par rapport à d'autres types. De dire que les hommes ont un cerveau violent, bien que nous possédions en effet l'appareil neuronal nous permettant d'agir avec violence, il n'est pas activé de manière automatique par des stimuli internes ou externes à réagir violemment. Il est donc scientifiquement incorrect de dire que la guerre est un phénomène instinctif et répond à un mobile unique. »
L'importance de ces travaux, ça donnait lieu à un manifeste, et je donne quelques-uns, c'est que ça pose la question, non plus, ça pose la question politique. On n'est plus dans la biologie, on pose la question politique. C'est la première fois, on dirait, que se pose vraiment cette question-là. Et donc, du coup, l'UNESCO a fait 34 colloques et ça aboutit en l'an 2000 à une résolution des Nations Unies pour la culture de la paix qui a été votée dans des conditions qui sont très intéressantes. Hein. Donc, cette résolution, pendant une dizaine d'années, tous les organismes qui sont dans l'UNESCO ont travaillé sur quelles sont les causes véritablement des guerres. Et on trouve un certain nombre de causes. Donc, à l'époque, on parlait beaucoup encore du tiers-monde, l'inégalité de développement entre les pays du Nord et du Sud, l'inégalité de développement au sein des sociétés, la place des femmes dans les sociétés, le rôle des médias, le non-respect de la diversité culturelle, linguistique et culturelle, et la mise à l'épreuve du multilatéralisme, le non-respect un État, une voix à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et bien sûr l'éducation, l'analphabétisme et l'éducation aussi à la non-violence et à la paix. Et donc, ayant déterminé les causes, l'ONU a appelé à 8 domaines d'action qui correspondent à ça. Ce qui est intéressant quand même, celui qui a fait cette résolution s'appelle David Adams, c'est un biologiste états-unien qui maintenant est adhérent du mouvement de la paix, qui habite en France, il s'est marié avec une Française, et il nous a expliqué comment ça s'est passé. C'est intéressant pour vous voir. C'est-à-dire que quand il a présenté la résolution, il a envoyé donc le travail à l'ONU, et donc retour, parce qu'ils avaient fait une résolution qui commençait par une chose. L'humanité, et au cours du XXe siècle, a été marquée par une exacerbation de la culture de la guerre, les guerres coloniales, les morts, etc. Et la résolution est venue, naturellement, très rapidement, où les pays, en particulier, je suppose, du Conseil de sécurité, ont dit, vous êtes très gentils, hein, vous avez fait un bon travail, mais la première partie, les 10 pages qui concernent de la culture de la guerre, on ne votera pas ça. Donc si vous voulez qu'on vote un truc pour la culture de la paix, on votera la deuxième partie par consensus. Et donc ils ont été obligés de retirer. C'est-à-dire, vous voyez, même pour une résolution qui ne faisait que constater quelque chose, c'est-à-dire l'existence d'une culture de la guerre qui avait marqué le XXe siècle, il a fallu faire marche arrière au niveau de l'UNESCO pour que les pays les plus puissants imposent leur point de vue et évitent que l'on parle de la culture de la guerre. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, on a un peu changé, on était un mouvement contre les guerres et contre la bombe atomique, parce que le mouvement de la paix s'est créé aussi contre la guerre, la Shoah, et puis contre les bombes atomiques. Et c'est là qu'on est passé à quelque chose d'autre. Autour de la culture de la paix, on a pris pleinement conscience, parce que la résolution des Nations Unies, elle dit les causes, elle dit qu'il faut 8 domaines d'action, mais l'article 2 qui est souvent oublié, l'article 2, il dit c'est les sociétés civiles, c'est les citoyens qui doivent prendre en charge la question de la paix. Et donc aussi bien les universités, les travailleurs, les syndicats, ceux qui travaillent dans les résolutions, dans le travail avec de solidarité, tout, l'éducation. Et donc, nous on a pris ça à bras-le-corps et c'est là qu'on a écrit un peu plus tard, quand même parce que le livre blanc de la paix. Bon, ça c'est une première évolution. Et le deuxième fait marquant aussi, ça a été 2015 pour nous, c'est-à-dire après les attentats. On était tous un peu comme dans la situation aujourd'hui. Et donc on a pris l'initiative de lancer un appel pour dire non, c'est pas possible, on est dans une sale situation, mais quand les crédits militaires augmentent, quand la guerre se développe, quand le terrorisme se développe, il est temps, au-delà de nos opinions philosophiques, religieuses, nos appartenances, de faire front et de nous unir pour dire non à la guerre, non à la misère et non à la violence. Et là est sorti le collectif des Marches pour la paix, qui existe aujourd'hui et qui regroupe à peu près 200 organisations et qui appelle donc le 15 cette année, je vais vite, je ne sais pas si j'ai dans mon temps, on appelle voilà, le 16 mai, aujourd'hui, parce qu'on est dans quelle situation? Alors, moi je lis dans ces temps-ci le bouquin de Jean Ziegler, vous le connaissez peut-être, où est l'espoir? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose, où est l'espoir? Quand on voit tous les matins, on se réveille, à la radio, 400 morts cette nuit à Gaza, de gens qui dorment sous des tentes, qui ne sauront même pas que se loger, et les bombes arrivent sur des populations civiles. Le lendemain, c'est l'autre là qui bombarde Kiev, les HLM de Kiev et compagnie. Donc dans quel monde sommes-nous? C'est qui vous? On est à des centaines de milliers de morts, on a des relations régulières, on a des amis au
au Kivu, à Bukavu, à Goma, qui ont créé un mouvement de paix dans cette région-là. On a aussi des jeunes qui ont créé un mouvement, où ils appellent ça les arbres à palabres, où ils essaient de discuter avec des jeunes du Burundi, du Rwanda, et au-dessus, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, bon c'est pas grave, au Rwanda, voilà. Et donc, on est dans cette situation aujourd'hui. Et la situation, elle vient d'où? J'ouvre le livre de Ziegler, je prends la première page, ça je connaissais, les chiffres de ce que tu as dit, les chiffres de l'armement. 2400 milliards de dollars. 2400 milliards de dollars ont été dépensés en 2023. En l'an 1998, on était à 800 milliards. En 2000, à 1000 milliards. Tout a commencé après les attentats des Twin Towers. Donc en 20 ans, on a doublé, plus que doublé, multiplié par 2,5 les crédits militaires. Et on arrive, continue, et dit en 2000, alors 2400 milliards, le budget de l'ONU pour fonctionner, son fonctionnement par an, retenez bien ces chiffres, c'est 7 milliards par an. Le budget de fonctionnement de l'ONU, c'est 7 milliards. Donc, où est l'erreur? Et donc, Ziegler, il donne après un chiffre, j'ai regardé 4-5 fois, je dis, c'est pas vrai. Ça ne contredit pas le fait qu'il y a eu beaucoup de guerres, mais au moins des guerres. En 2023, 60 millions de personnes, d'êtres humains, sont morts de la faim, des conséquences de la faim ou de la misère extrême. Voilà le chiffre cité dans les 120 pays les moins développés du monde. Cité par qui? Jean Ziegler, ancien responsable du programme des Nations Unies pour le développement, et qui dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Tous les matins, je me réveille, après tout ce que j'ai fait avec le programme des Nations Unies, et dit 5% des dépenses militaires permettraient d'éradiquer les problèmes de l'analphabétisme, de la faim et les principales maladies du monde. On ne manque pas de nourriture, on en jette partout, sauf que le système politique aujourd'hui qui est basé sur la recherche du profit partout, eh ben, il est incapable de nourrir la planète. Et donc il y a 1 milliard de personnes, et donc dans ce milliard, et maintenant on a bien sûr le réchauffement climatique qui fait que la désertification. Voilà, on a tous ces problèmes à gérer. Et aujourd'hui, on nous demande quoi? On nous demande de doubler les crédits militaires de la France. On était, il y a 7 ans, à 30 milliards, 35 milliards. On est passé à 50 milliards, et on nous dit que dans 3 ans, il faut passer, en gros, à 100 milliards. En francs constants, ça fait de l'ordre de 130 milliards. Et au niveau des Nations Unies, de l'Europe, 800 milliards. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on constate par rapport à l'autre événement important, quand même, c'est que l'événement principal, c'est la création de l'ONU en termes de droit international. Parce que nous, en fait, ce qu'on fait simplement, on n'émet pas tellement des idées nouvelles. C'est le droit international qui donne le droit, qui n'est pas appliqué, qui est violé partout, partout. L'article 26 de la Charte des Nations Unies dit pour assurer la sécurité du monde, il convient de dépenser. Il n'est même pas dit dépenser pour un terme plus péjoratif, de dépenser, enfin en tout cas, il faut dépenser le minimum des ressources économiques et humaines du monde. Ça, c'est l'article 26 de la Charte. Et donc, c'est 1945, avec la création de la Charte, que pour la première fois, il y a un droit international. Avant, il n'y avait pas de droit international, c'était les vainqueurs qui discutaient avec les vaincus, et on faisait ce qu'on a fait, comme en fin de 1914. On a dit les chleux, on leur fout des sanctions, etc. Et puis pour en finir, ben oui, c'est Hitler qui est arrivé. Voilà la loi du plus fort, etc. Et puis, donc, la charte est dit par 2 fois, en l'espace d'une génération, on a connu des guerres, et la charte des Nations Unies, c'est empêcher les guerres, la guerre est illégale, tout doit être fait pour éviter la guerre. Et aujourd'hui, il y a les guerres partout, et le deuxième phénomène extrêmement important, c'est que les Nations Unies sont mises sur le côté. Alors, on aura sûrement un débat là-dessus, parce que les Nations Unies sont un outil essentiel. Elles ne jouent pas leur rôle aujourd'hui, elles sont critiquables, elles sont inefficaces, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir économique, ils ont le pouvoir politique, mais ils n'ont aucune influence sur le pouvoir économique. En 1948, quand les Nations Unies se sont créées, les multinationales, ou y compris ceux qui avaient soutenu et financé l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ils ont dit non, ce truc-là, une personne, une voix, un État, une voix, ça ne nous va pas. Et ils ont préservé leur truc, ils ont mis dans le FMI, dans la Banque mondiale, c'est-à-dire tous ces systèmes-là sont hors des Nations Unies.
les Nations Unies n'ont pas d'impact sur la vie économique et sociale. C'est-à-dire ils prennent des lois parce que les luttes ont obligé que ce soit d'accompagner l'apartheid, d'accompagner... Voilà. Voilà un petit peu deux ou trois trucs. Et donc nous aujourd'hui, sur les conflits, sur la Palestine, bon, moi j'ai été deux fois conduire des délégations, on en conduit régulièrement. À la fois on va chez les Palestiniens, on va à Ramallah, j'ai rencontré Yasser Arafat à l'époque en 2003, mais après on était à la Knesset et surtout on a été avec les pacifistes israéliens. Peace Now, les rabbins pour la paix, ça existe, maintenant ils sont en difficulté, c'est clair. Mais donc, et on demande aujourd'hui la reconnaissance d'un État de Palestine, l'arrêt surtout, le cessez-le-feu, et comment se fait-il que les puissants de ce monde ne sont pas capables, l'arrêt des ventes d'armes. On demande que ferme le forum des ventes d'armes qui va avoir lieu à Paris en juin, à laquelle Israël est invité avec ses fournisseurs d'armes et ses industriels. Il doit fermer, on doit gagner cette bataille, voilà en gros. Et la reconnaissance d'un État de Palestine et des droits des Palestiniens à côté d'Israël. Et après, ils verront s'ils veulent faire une fédération ou pas, mais en tout cas, ils vont commencer par là. Et pour l'Ukraine, eh bien, la condamnation totale de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, mais réfléchir pourquoi on en est arrivé là, et puis, ce que tu disais, réfléchir aux conditions de la sécurité aujourd'hui en Europe. Quel est ton rôle en tant que vice-présidente de l'Assemblée nationale sur les enjeux internationaux ? Peux-tu revenir aussi sur les derniers votes qui ont pu se dérouler à l'Assemblée nationale sur certains de ces sujets ? Quelle politique doit-on défendre au niveau national et international selon toi pour assurer la paix ? Et peux-tu préciser ce que serait une diplomatie non alignée ? Voilà, quelques questions. Merci Mathilde. Merci Mathilde de m'accueillir. Je dois dire aussi, moi je suis très fière d'être ici à Val-Bretagne avec vous, avec Mathilde qui est une super députée qui est quand même aussi multitâche elle suit les questions de développement économique et particulièrement les questions de l'agriculture, et elle défend une vision de l'agriculture et de soutien au monde paysan, vraiment je pense qui est celle qu'il faut soutenir au XXIe siècle quand on est à la fois écolo et pour la justice sociale. Merci Roland Nivet, parce que le mouvement pour la paix c'est vraiment important aussi pour nous, parce que cette culture de la paix dont tu parles, c'est quelque chose qu'on porte, et c'est vraiment la dimension culture de la paix, elle est très importante. Et puis j'en profite aussi pour saluer Jean-René Marsac, que j'ai croisé tout à l'heure, qui est un ancien député de l'Île-de-France, je crois que c'était le Val de... Jean-Pierre, pardon, j'ai dit Jean-René. Fourré, pardon, Jean-Pierre Fourré, donc, qui est ancien parlementaire d'Île-de-France et qui maintenant a été adopté par la Bretagne, comme quoi la Bretagne est très très accueillante. Je vous remercie. Alors, pour répondre à différentes questions, moi je vais aborder quelques points. D'abord, concernant la guerre et la paix. Vous savez que nous, à la France Insoumise, on est en train de faire une campagne pour la 6e République. La 6e République, pour faire très vite, c'est redonner le pouvoir au peuple pour les prises de décision. Et la difficulté qu'on a concernant la guerre et la paix, c'est que, complètement, on peut dire que le peuple, les citoyens, sont dépossédés de la décision politique. D'ailleurs, il y a une expression qui est très parlante pour les affaires étrangères, on parle de domaine réservé du chef de l'État. Donc en fait, déjà, on a une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République et qui, en plus, sur les questions internationales, qui ont un impact sur le quotidien des citoyennes et des citoyens, et comme ça, dans une espèce de choix solitaire des grandes orientations de la politique étrangère. Or, ce qui se passe dans le monde, ça a un impact sur ce qui se passe chez nous. Tu parlais tout à l'heure des votes concernant l'Ukraine, par exemple. Et ben, la dernière fois, ça n'a pas été toujours bien compris, mais on a très mal expliqué sur le dernier vote. Concernant l'aide en Ukraine, très souvent, on nous demande de voter, de débloquer des fonds, mais il faut savoir que ce n'est pas des dons, hein. Ce sont des prêts. Et donc, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on aide l'Ukraine, mais finalement, on l'endette pour la suite. Ça a été très criant au moment de l'élection de Donald Trump, c'est que Donald Trump a été élu. Il a tout de suite pris en charge la question ukrainienne, en humiliant publiquement Zelensky, vraiment en direct, et en même temps en négociant tout de suite, en disant ce sera la paix seulement si vous nous donnez tous les contrats pour les minerais stratégiques dans votre pays. Donc déjà, il y a un vrai problème, et on le voit que même aux États-Unis, il y a aussi cette prise en main des relations internationales, de la politique étrangère, et pour lequel le peuple est complètement dépossédé. Y compris nous en tant que parlementaires, en tant que députés,
vous savez que quand il y a une opération extérieure, il y a le Parlement qui est mobilisé pour décider de l'opération, mais après, on ferme le banc. C'est-à-dire que nous, en tant que députés, concernant la guerre et la paix, on est sollicité seulement pour voter des budgets, mais pas pour décider des grandes orientations de la diplomatie, de la défense. Par exemple, quand la France déclenche l'intervention au Mali, il y a un premier vote, c'est l'opération Serval, et quand l'opération se transforme, et, en fait, il n'y a pas de suite en fait, au niveau parlementaire, donc on est tout le temps dans ce genre de situation. Et puis il y a aussi une autre difficulté par rapport au fait d'associer les citoyens aux prises de décision concernant la guerre et la paix, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, c'est pas comme avant où on se déclarait officiellement la guerre. C'est-à-dire que par exemple, ça va être en Palestine une opération de lutte contre le terrorisme après les actes terroristes du Hamas. La réalité, c'est qu'on l'a bien vu, c'est un nettoyage ethnique, ce sont des massacres de population et c'est clairement des pratiques de guerre génocidaire. Mais il n'y a pas eu de déclaration de guerre puisqu'on nous dit qu'on lutte contre le terrorisme. La même chose, en fait, en réalité, quand Vladimir Poutine agresse l'Ukraine, envahit l'Ukraine, il explique qu'il y a des menaces, etc. On ne déclare plus la guerre. Et donc, comme on ne déclare plus la guerre, en fait, les dirigeants se lancent dans des stratégies bellicistes de loi du plus fort. Et là, quelles sont les marges de manœuvre des institutions internationales? Donc, il y a une dépossession pour les citoyens. Et d'ailleurs, on l'a vu, normalement, en France, on est supposé être une démocratie, ce qu'on appelle une démocratie libérale. Mais moi, je ferai un parallèle, c'est-à-dire qu'on l'a vu en 2023, le gouvernement n'écoute pas les Français concernant la réforme des retraites. On avait plus de quasiment 80% des gens qui étaient opposés à la réforme. Elle a été imposée par 49.3. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement aussi d'opposition à la guerre en Palestine, dans les universités, les associations, les partis politiques, etc. Et on n'écoute pas non plus. Donc à chaque fois qu'il y a comme ça des dérives autoritaires au niveau des politiques régulières, des politiques publiques, il y a aussi une dérive autoritaire dans comment on décide de faire la paix et la guerre. Et il y a quand même, concernant notamment la question de la Palestine, une difficulté, c'est que la France, il faut quand même l'avoir en tête, et fait partie des 5 membres du Conseil de sécurité, des membres permanents. La Chine, la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. C'est la traduction des rapports de force à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et donc la France, dans ce club des 5, elle a un rôle et une voix importante. Alors évidemment, il y a les États-Unis qui dictent un peu leurs lois, mais la France, normalement, elle devrait jouer un rôle très important. Une difficulté aussi concernant la paix et la guerre, et en quoi les citoyens ordinaires sont dépossédés de ces sujets-là, c'est que ces questions sont préemptées par ce qu'on appelle les forces capitalistes. Donc tu as cité Jean Jaurès, c'est vraiment la citation, je pense, avec laquelle on comprend tout à fait les enjeux des guerres dans le monde. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Parce que, à mesure que le capitalisme devient de plus en plus vorace, devient de plus en plus féroce, actuellement il y a des mouvements de fermeture d'usines partout en France. Nous on soutient tous les salariés qui sont jetés comme des vieilles chaussettes par des entreprises qui sont rachetées ici et là, qui ne veulent plus entreprendre dans l'économie réelle, qui ne veulent plus mener des politiques sociales, salariales correctes. Et bien en fait, à chaque fois que le capitalisme est féroce, c'est là en fait que les guerres émergent. Finalement, moi j'en ai discuté avec Éric Coquerel la dernière fois, qui est président de la Commission des finances. Il décrivait la situation avant la guerre de 14 comme la situation qu'on vit aujourd'hui, avec vraiment des prédations du capitalisme. Et là, par exemple, ça s'illustre par quoi? Ça s'illustre par le fait que Donald Trump veut annexer le Canada, mais c'est pas juste parce que c'est le Canada que c'est à côté, c'est parce que c'est aussi de nouvelles routes commerciales. Il veut annexer le Groenland, dans la compétition sur l'exploitation de ressources du Groenland, de nouvelles ressources. Les minerais à l'est de la République démocratique du Congo, en fait, Donald Trump s'est investi très récemment, les États-Unis se sont investis très récemment dans des pourparlers avec la RDC, mais ce dont on parle uniquement, c'est on arrivera à la paix en se partageant les mines. C'est ça, en fait, aujourd'hui, les solutions de paix des capitalistes. Et c'est évidemment, quand on est, comme nous, des militants de gauche insoumis pour la justice sociale et la lutte contre ce capitalisme vorace, évidemment, on n'est pas d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, lorsque nous nous battons pour la paix
en RDC ou en Palestine. Je précise que je m'y suis rendu avec Jean-Luc Mélenchon, Carlos Martínez Bilongo et Arnaud Le Gall, qui se sont rendus à l'est de la RDC. On n'est pas vraiment écoutés. À l'époque, c'était en 2023. C'est seulement aujourd'hui qu'on se réveille pour dire qu'il y a peut-être un problème et qu'il y a peut-être un enjeu qui va au-delà de la République démocratique du Congo en Afrique, parce que c'est quand même un foyer, c'est l'Afrique centrale, et donc ça peut déborder, ça peut aller très loin. Quand on était à Mayotte avec Mathilde, on a vu des réfugiés de la République démocratique du Congo. Donc quand il y a une guerre quelque part, il ne faut pas croire que la France est épargnée, et Mayotte c'est la France, et Mayotte fait face à des difficultés immenses, et elle doit aussi gérer des crises des réfugiés. Et évidemment, ici en Hexagone également, nous on a après, quand il y a des guerres, il y a des réfugiés, il y a des femmes et des hommes qui doivent fuir des conflits, il y a des orphelins, et il y a des dégâts, y compris même, si on est un petit peu cynique, pour nos propres intérêts économiques à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que je voulais souligner que pour nous, la question de la paix, c'est vraiment un combat politique qui est central. C'est pas un combat moral. C'est pas juste dire la guerre c'est mal, ça tout le monde est capable de le faire. Mais c'est aussi d'articuler un discours pour la paix, c'est de dire que il n'y a pas de paix sans justice. Et j'en parlerai plus tard concernant, enfin tu as commencé à en parler en parlant de justice internationale d'une certaine manière. C'est la lutte pour l'égalité. Et donc, quand on lutte pour l'égalité, nous, ici, dans les politiques sociales, dans les droits humains, c'est aussi la lutte pour l'égalité dans les relations internationales. Est-ce qu'un pays doit forcément être écrasé par un autre dans les décisions, dans les discussions diplomatiques? Donc, pour nous, en fait, la paix, c'est vraiment une exigence d'égalité. Et puis, égalité aussi, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix quand le voisin accumule des richesses et l'autre crève. Ça, c'est pas possible, ça ne peut que générer que des conflits. Et puis c'est aussi une question, la paix, d'émancipation. Parce que la guerre, c'est la volonté de dominer d'autres peuples, et les peuples émancipés, ça fait des peuples heureux, et dans l'équilibre du monde, je ne pense pas qu'on puisse vivre quand les uns sont écrasés et que les autres dominent. Alors, moi, je veux encore te remercier, Mathilde, d'avoir organisé cette réunion, parce que finalement, pendant très longtemps, les questions de guerre avaient été un petit peu reléguées par rapport à des débats très centrés. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a la guerre en Ukraine, on en voit les conséquences, par exemple, inflation et crise énergétique. En fait, le prix de l'énergie, en fait, tout ce qui se passe dans le monde a des conséquences chez nous. Donc ça, on pourrait même, de manière très égoïste, se dire qu'il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Il y a eu un point de bascule, c'est la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est pas loin. L'Ukraine, c'est à quelques heures de Paris. La dernière fois qu'il y a eu un conflit sur le sol européen, c'était en ex-Yougoslavie. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu un conflit en ex-Yougoslavie, il y a eu des conséquences très concrètes aussi ici. Par exemple, moi je vous le dis, en Seine-Saint-Denis, entre 1995 et 2000, il y a eu une prolifération des armes de guerre, parce que quand il y a des armes qui circulent, elles ne restent pas confinées dans le pays dans lequel elles sont utilisées. Hein. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans un certain nombre de départements, quand on parle de guerre entre trafiquants, du banditisme, c'est en fait les armes qui circulent dans l'Est. Il ne faut pas penser qu'on est exempté par ça. Donc déjà, la guerre, elle est proche de nous. Le problème, c'est que dans ce contexte, alors que la France a un rôle à jouer au niveau international, on est confronté au fait qu'il y a des inégalités au niveau international dans les institutions que tu as évoquées. Le droit international aujourd'hui est complètement mis à mal. L'Organisation des Nations Unies, c'est normalement l'organisation qui doit assurer une sécurité collective, qui met en place des règles des règles de régulation, y compris même des règles dans la guerre, hein, parce qu'il y a aussi un droit international de la guerre. C'est pour ça qu'il y a l'expression crime de guerre, c'est-à-dire que la guerre peut exister, mais dans la limitation des pratiques. Donc l'ONU aujourd'hui est complètement mis à mal, parce que au Conseil de sécurité, il y a des blocages. Évidemment, comme la Russie y est sur l'Ukraine, on ne va pas avancer. Et comme les États-Unis soutiennent l'État d'Israël, on ne va pas avancer. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conséquences qui sont très graves par rapport à la conception que peuvent avoir certains États de la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis ou la Russie,
qui sont un peu les garants un peu des équilibres mondiaux, ne respectent pas le droit international. Aujourd'hui, n'importe quel chef d'État, n'importe quel dictateur peut dire, bah écoutez, regardez ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, ça avait déjà commencé en 2003, quand les États-Unis, sans mandat des Nations Unies, étaient intervenus en Irak. En 2003, avec les conséquences que l'on sait. À l'époque, de Villepin avait fait, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un des plus grands discours, je trouve, qui a été tenu aux Nations Unies. La France avait à l'époque refusé. Aujourd'hui, on ne serait pas dans la même situation. Et on a vraiment régressé. Sauf que cette intervention militaire des États-Unis en Irak, elle a eu d'abord pour conséquence de dire bah, le droit international, c'est un peu à géométrie variable. Les États-Unis peuvent intervenir n'importe où, sans mandat, alors que tout le monde n'est pas d'accord. À l'époque, la France avait mis son veto, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de mandat. Et en plus, il y a eu des conséquences terribles dans la région. Pardon de le dire, mais l'État islamique, le morcellement des États, l'anarchie, et donc le terrorisme qu'on a même nous subi, c'est aussi, ça vient de ce qui s'est passé en 2003. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a la guerre quelque part, il faut toujours se dire qu'on est concerné. C'est pas la guerre lointaine, la guerre est très très proche, systématiquement. Par exemple, une autre difficulté, c'est que comme l'Organisation des Nations Unies est mise à mal, bah, ils s'organisent comme ça des espèces de négociations parallèles. Par exemple, au Liban, à la fin de l'année dernière, fin 2024, la France est allée négocier en dehors de l'ONU avec les États-Unis, Israël et le Liban. Donc en fait, c'est des règles à géométrie variable. On compose soi-même ces délégations pour négocier la paix. Alors que le Liban, par ailleurs, il y a eu une opération qui s'appelle la FINUL, les forces des Nations Unies en fait, pour le maintien de la paix là-bas. Bah, finalement, les Nations Unies sont totalement écartées de ce qui se passe au Liban. Et pareil, en Ukraine, il y a des discussions parallèles en dehors de l'ONU qui se font alors que tout ça, normalement, devrait se faire sous ce cadre-là. Pour la République démocratique du Congo, c'est même pas la France qui chapeaute les discussions, ça se passe au Qatar, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que à la fois la France est hors jeu, et en même temps, l'ONU est hors jeu. Et donc nous, évidemment, la France Insoumise, tu parlais de ce qu'on voulait faire pour renforcer, par exemple, l'ONU. On veut évidemment que cette instance soit totalement démocratisée, et on veut vraiment remettre en cause, c'est une première chose, puisqu'il y a un lien, je vous l'ai dit au début, entre capitalisme et bellicisme et guerre. Le G7, le G20, tout ça, c'est un autre monde, en fait. D'ailleurs, tout ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre commerciale que mène Trump avec la Chine, c'est vraiment montrer que le capitalisme ne sait plus quoi faire et à bout de souffle. Et donc, ces institutions, comme le G7 et le G20, elles sont complètement hors sol, elles sont décalées, elles n'ont rien produit de bon. Et donc, nous, si on était en responsabilité au pouvoir, on remettrait en cause ces cercles-là pour les élargir d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il existe dans le monde d'autres cercles, j'en parlerai tout à l'heure, c'est les BRICS. Et puis nous, on réaffirme vraiment le refus des interventions militaires sans mandat de l'ONU. Évidemment, du coup, ça implique une indépendance totale vis-à-vis de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tu en as parlé tout à l'heure, Mathilde, on était sorti du commandement intégré. Aujourd'hui, on est aligné. Aujourd'hui, on nous explique que finalement, quand on adhère à l'Union européenne, bah, en fait, c'est un paquet, il faut aussi adhérer à l'OTAN. Et évidemment, ça fait partie des éléments qui ont créé des tensions avec la Russie, parce qu'on n'a pas su gérer les équilibres. Voilà. Dans ces cas-là, il faut parler, en fait. Si l'Ukraine veut adhérer dans l'Union européenne, ça se négocie évidemment avec tous les voisins. Et puis, ce qu'on voulait faire aussi, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que pour aider les Nations Unies, on pense que comme la France est une grande puissance militaire, elle a quand même aujourd'hui son indépendance militaire, c'est une des plus grandes armées du monde, celle qui a un industrie d'armement qui existe, et bien mettre à disposition les savoir-faire de la France pour former des armées, des peuples agressés et attaqués. C'est comme ça aussi qu'on peut contribuer à ce qu'un certain nombre de pays soient protégés des agressions extérieures. Et puis tu en as parlé, la relance des processus multilatéraux, c'est-à-dire toutes les instances internationales. C'est-à-dire que quand on parle des Nations Unies, c'est évidemment l'appel à la guerre, mais pas seulement. C'est par exemple, aux Nations Unies, il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. On ne peut pas sortir de la guerre sans développement. C'est aussi remettre en cause les règles de l'Organisation mondiale du commerce, parce que la guerre commerciale
précède très souvent la guerre sur le terrain. Je vais être très rapide, tu vas parler du non-alignement. Alors ça, évidemment, ce que j'ai expliqué comme solution, ça implique d'être une nation un peu indépendante, à la fois des blocs, des 2 blocs, 3 blocs même, il faut dire maintenant aujourd'hui, Russie, Chine et États-Unis. Ça veut dire qu'on peut être non aligné, c'est se dire qu'on défend d'abord les intérêts de notre pays, en se disant qu'ils sont évidemment dépendants des intérêts d'autres pays, parce que nous sommes toutes et tous liés dans le monde. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer au début de notre intervention. Parce que là, actuellement, ce qu'il y a comme tentation, c'est l'économie de guerre. L'économie de guerre, plus de tanks, on ne voit pas trop ce que ça va faire pour régler la guerre en Ukraine, plus d'avions Rafale. Je ne crois pas que ça va mettre fin à la guerre à Gaza, au génocide, plus d'obus. Et le problème, c'est que plus on fabrique des armes, plus c'est le chemin de la guerre. La guerre appelle la guerre. Et en plus, il y a quelque chose qui est très problématique, c'est qu'on parle d'économie de guerre. Il faut bien savoir que l'économie de guerre, en France, ça a une résonance particulière. Ça a été fait durant la Première Guerre mondiale. L'économie de guerre, concrètement, c'est consacré plus de 3% de son budget à des arsenaux militaires, etc. etc. Est-ce que d'abord c'est possible? D'abord, quand on parle d'économie de guerre du point de vue du plan Macron, c'est un peu particulier parce que si vraiment on voulait une économie de guerre, on ne démantèlerait pas l'industrie et notamment les industries stratégiques comme il y a aujourd'hui. Je rappelle par exemple que Vancorex, qui fabrique des composants importants pour le nucléaire, est liquidé et pas du tout sauvé, pas nationalisé par le gouvernement. Donc c'est à la fois cynique de parler d'économie de guerre, parce qu'ils ne font rien pour ça, et à la fois, en réalité, c'est un prétexte pour dire que déjà, en temps de paix, on ne consacre pas beaucoup de budget aux questions sociales, et là, on prend le prétexte de la guerre pour encore moins en consacrer, et comme par hasard, pour nous annoncer là que pour le prochain budget, on ne sait pas si on votera, Mathilde, d'ailleurs, on aura peut-être encore un 49.3, on nous annonce 40 milliards d'économies. Je vous laisse imaginer où on prendra évidemment cet argent. Donc pour ça, il faut être à la fois puissant sur le plan économique pour préparer la paix avec les nations qui le souhaitent. Il faut être non aligné, donc j'en parlais que c'est pas... Donc du coup, le non-alignement, c'est pas la neutralité, puisque ça veut dire qu'on a quand même une opinion sur comment la paix doit s'organiser dans le monde. C'est refuser d'être bloc contre bloc. Et ça exclut évidemment les complaisances. Parce que être aligné, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, c'est se dire qu'on va condamner l'agression de la Russie en Ukraine, mais rien dire sur Israël. Et ça, il y a des gens qui sont alignés sur les États-Unis, nous non. On considère que pour être indépendant, pour construire la paix, il ne faut évidemment pas être aligné sur des blocs. Je voudrais revenir sur la question, le lien guerre, paix, économie. Aujourd'hui, et tout à l'heure j'ai parlé du G7, toutes ces organisations parallèles qui, d'une certaine manière, décident un peu de ce qui se passe dans le monde, G7, G20. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, c'est 10 pays, il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, la Russie, etc., les Émirats Arabes Unis, enfin, l'Argentine. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on est d'accord avec ces régimes-là. Mais il faut juste dire qu'aujourd'hui, quand on veut construire la paix, quand on veut avoir une autre organisation du monde, il faut compter aussi avec... il faut sortir de l'Europe. Parce que, par exemple, les BRICS, ça représente aujourd'hui 35% du PIB mondial. Le G7, c'est 44%. Les BRICS vont avoir une banque de développement. Les BRICS vont sortir du dollar. Donc, à quel moment, nous, en tant que pays alignés, si on reste alignés sur les États-Unis, on pourra parler avec tout le monde et justement peser, influencer avec ces nations-là pour la construction de la paix. Donc, pour construire la paix, il faut se décentrer. Ce sera ma conclusion. D'abord, place au peuple dans le cadre des prises de décision et d'information, parce que moi je pense que quand il y a des parlementaires, on doit leur demander leur avis aussi pour les orientations stratégiques internationales. On doit demander aussi leur avis au peuple. Nous, on est beaucoup pour la question des référendums, et il nous semble que des référendums sur les questions internationales peuvent se poser. Donc démocratie ici, démocratie aussi dans les instances internationales, réforme de l'ONU, un homme, une voix à l'Assemblée générale, mais la question du veto, des blocages,
au Conseil de sécurité se pose. Alors évidemment, quand on est la France et que nous on a droit de veto, on peut se dire bon, on va perdre un peu de force de frappe, mais il faut aussi intégrer d'autres nations dans ce Conseil de sécurité. J'ai parlé des BRICS, celles et ceux qui font la paix et la guerre à travers l'ONU, ça ne peut pas rester des pays européens issus, il y a la Chine certes, mais des pays européens issus des institutions, enfin de 45, en fait, des grands rapports de force. Et en plus, dans ce Conseil de sécurité, la Chine prend un poids très important. Et la Chine, comme elle est dans une posture de conquête à la fois économique, commerciale et à un soft power, c'est-à-dire une diplomatie très très offensive, sans avoir l'air d'y toucher, il faut quand même donner des équilibres. Donc démocratie en France, pour choisir ce qu'on dit, ce qu'on fait sur les questions de la guerre et la paix, démocratie au sein des institutions multilatérales, et évidemment, pour terminer, parce qu'il y a toujours cette question du capitalisme qui détermine les guerres, les institutions dites de Bretton Woods, dont tu as parlé, qui sont issues de la Seconde Guerre mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, c'est des institutions aussi qui créent des inégalités au niveau international en imposant un certain nombre de politiques publiques, des politiques où on explique en gros qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'argent dans les services publics et d'ailleurs du tout à pas avoir de services publics carrément. Et donc du coup, je pense que tous ces éléments-là sont des éléments qui fabriquent la paix dans le monde, parce que pour la paix dans le monde, il faut qu'il n'y ait pas d'égalité chez nous, mais pas d'inégalité chez nous, mais pas aussi d'inégalité dans le monde. Quand Vladimir Poutine agresse l'Ukraine, a envahi l'Ukraine, il explique qu'il y a des menaces, etc. On ne déclare plus la guerre. Et donc, comme on ne déclare plus la guerre, en fait, les dirigeants se lancent dans des stratégies bellicistes de vote du plus fort. Et là, quelles sont les marges de manœuvre des institutions internationales? On vient de lancer la bataille pour empêcher que les... On l'a gagné avec Stop Arming Israël, le dernier salon du Bourget. Ils avaient avancé, je ne sais pas si c'est une quinzaine ou une vingtaine de sociétés israéliennes. Ils n'ont pas réussi à le faire, donc il faut gagner cette bataille. Mais par rapport à ça, et la reconnaissance des droits des Palestiniens, la reconnaissance d'un droit à un État, alors autant je suis d'accord sur l'action populaire, il ne faut pas non plus que l'on repousse vers la population sur le boycott des produits, c'est efficace, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une pression politique sur Macron aujourd'hui pour qu'il reconnaisse l'État de Palestine, c'est-à-dire de plein droit. Il y a déjà maintenant, je crois que c'est 140 États qui ont reconnu aux Nations Unies la Palestine. Là, il avait dit, le Parlement français, en 2014, avec 381 voix, et contre 120 ou 130 ou 140 voix de députés, donc une large alliance qui dépassait les clivages politiques, a demandé que, là c'est encore la démocratie, le Parlement s'est prononcé clairement aux 3/4 des députés pour la reconnaissance de Palestine. Elle n'est toujours pas reconnue, et donc je pense que la bataille politique aujourd'hui, c'est que Macron il va aller au mois de juin à New York, il faut pas que ce soit indemne pour lui, et qu'une fois de plus, il fasse le contraire de ce qu'il a promis. Donc, parce que la reconnaissance de la Palestine, c'est la reconnaissance de plein droit d'un État avec des frontières. On demande, nous, depuis le début et depuis longtemps, la mise en place d'une force d'interposition pour protéger le peuple palestinien et la Cisjordanie. Ça, c'est possible. On est prêt à envoyer des armes en Ukraine, et pourquoi on ne protégerait pas le peuple palestinien? Donc, sur le fond, on est d'accord, mais je pense que la bataille s'est amenée aussi au plan politique, parce que la France a un pouvoir, et elle peut peser sur le plan politique en reconnaissant l'État de Palestine. Il y a déjà l'Espagne qui l'a fait, il y a d'autres États qui l'ont fait en Europe. Voilà pour le... Oui, je voulais juste ajouter quelque chose très rapidement. Effectivement, il y a la campagne de boycott des produits, donc ça c'est la campagne BDS, boycott des investissements, et le S c'est... Ah oui, peut-être boycott des investissements. Il faut savoir quand même que cette campagne BDS avait été criminalisée il y a encore pas si longtemps que ça, et que c'est auprès de la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne que le boycott a été autorisé, parce que certains avaient dit que le boycott relevait de l'antisémitisme en fait, de politique antisémite. Et concernant ce que tu dis, moi je trouve que c'est très important quand tu parles du format en fait
du parallélisme avec l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, ça n'a pas été seulement le boycott individuel, comme ça, de pays, de gens achetant des produits venant d'Israël. Ça a été le boycott dans le sport. Et c'est pour ça que nous, on avait défendu que les athlètes israéliens devaient défiler sous bannière neutre, parce qu'on ne veut pas, si vous voulez, discréditer en fait les athlètes pour la politique de leur pays, mais on voulait aussi un boycott dans ce sens-là. Afrique du Sud, c'était un boycott économique, boycott vente d'armes, et c'était la mise au banc de la scène internationale. C'est ça un boycott qui marche. Et donc c'est politique. Et ça veut dire aussi au niveau de l'Union européenne, fin des accords commerciaux avec Israël. Un vrai boycott sur le modèle de l'Afrique du Sud, c'est le seul, en plus de la reconnaissance évidemment, mais au moins c'est le levier principal. Et évidemment, c'est de faire en sorte de montrer à celles et ceux qui investissent en Israël, au gouvernement israélien et à celles et ceux qui font du business en Israël, que c'est plus dans leurs intérêts de faire ça, de faire du business avec Israël. Malheureusement, c'est aussi ça qui marche. Et l'Afrique du Sud, ça a été un mouvement très long. Ils ont fini par céder. Et moi, je pense que, alors je ne le verrai peut-être pas de mes yeux, mais que ça arrivera. Ce n'est pas tenable, en fait, cette situation coloniale, vraiment de domination comme ça, ce n'est plus tenable. C'est anachronique par rapport au XXIe siècle. Il y a une autre chose, c'est que la France, quand même, a autorisé Benjamin Netanyahou à survoler le territoire français. Alors, à la fois, on critique les Nations Unies. Pour une fois, la Cour internationale de justice a condamné à la fois le responsable du Hamas, mais il a condamné aussi Netanyahou. Et qu'est-ce qu'a fait la France? Elle a dit, vous pouvez venir en France et vous jouissez de l'immunité. Donc il y a ce combat qui est à mener aussi, et puis le combat pour que les Palestiniens, par exemple, l'aide alimentaire qui est bloquée, c'est pas le tout d'aller se faire prendre en photo en Égypte, c'est qu'il faut imposer au niveau international, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, pardon, de faire ça. Donc il y a des combats politiques qu'il faut mener vis-à-vis du pouvoir politique pour que la France, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui sont capables aujourd'hui d'être ensemble, indépendamment des courants politiques, pour imposer des choses qui sont inacceptables. Nous, on est très attachés à soutenir des militants de gauche dans les pays du Sud, en Amérique du Sud notamment, où là-bas, parce que les gens parfois ils sont un peu sévères sur les militants de gauche en Amérique du Sud, là-bas il y a eu des dictatures, les syndicats, les militants de gauche, ils ont été franchement tabassés. Hein, donc quand il y a même un dirigeant de gauche qui n'est pas vraiment à la gauche comme nous, il faut quand même savoir d'où on part, il faut être très indulgent dans certains endroits. Et en vérité, je sais qu'il y a cette image de la diplomatie un peu aristocratique, mais l'état des affaires étrangères, c'est très compliqué. Et tu as parlé de l'Agence française du développement. Typiquement, là, pour le coup, là où je te rejoins, c'est qu'on a sorti du ministère des Affaires étrangères ces questions de soi-disant solidarité internationale. Et en fait, la solidarité internationale, l'aide publique au développement, aujourd'hui, c'est géré par une banque. L'Agence française de développement, c'est une banque où, en fait, la part des prêts est plus importante que celle des dons. Et où, alors, certes, c'est des prêts à certaines conditions, mais c'est quand même continuer à endetter ces pays qui sont en voie de développement. Et c'est aussi l'aide publique au développement des débouchés pour les entreprises françaises. Donc c'est assez cynique. Là-dessus, je te rejoins totalement, mais après, sur le métier de diplomate, les conditions d'exercice de métier, on est vraiment... alors évidemment, comme il y a un devoir de réserve, ils ne le diront pas forcément, mais c'est dramatique, comme dans beaucoup de sphères de la vie publique. Les étrangers de l'AEFE, ils ont supprimé, fermé, vendu. C'est incroyable. La France n'a plus les moyens voilà. Et en plus maintenant, moi il y a un pays où je connais bien parce que c'est mon deuxième pays, c'est mon premier pays, la France est mon deuxième pays, où la scolarité pour les enfants qui ont les moyens, qui appartiennent à des familles riches, ça vaut dans 7 000 à 8 000 euros par an. Donc avant, c'était pas ces prix-là, c'était énorme. Moi, j'avais une question à te poser, Nadège, par rapport à la promotion de la paix. Je suis tout à fait, j'ai une belle campagne promotion de la paix. Parler de paix aujourd'hui, pendant ce temps de guerre, il y a de la guerre un peu partout, des conflits qui éclatent en Afrique, en Asie, bientôt, il y a le feu partout.
Donc, moi, je pense que la France n'a pas les moyens de son discours, n'a plus les moyens d'imposer une orientation politique, que ce soit à l'ONU, depuis sous Macron, ils ont tout fait pour détruire un petit peu l'ONU d'une manière indirecte. Ma question est très claire. Même en cas, je ne sais pas s'ils vont nous laisser gouverner si jamais on gagne des élections dans les années à venir, ça ils ont fait la démonstration en 2022, est-ce que en Europe, parce qu'il faut voir ça à une échelle européenne, est-ce qu'en Europe il y a des mouvements politiques comparables aux nôtres qui sont capables d'être sur cette ligne-là, la ligne un peu de radicalité si on veut, mais promouvoir la paix coûte que coûte, parce que l'Europe est une force économique incroyable et est capable d'avoir, si on se donne les moyens, si on donne les moyens à cette Europe-là d'agir, je pense que c'est possible de faire quelque chose. Est-ce qu'on a, moi je pense que tu as des réponses là-dessus, ça serait intéressant de nous éclairer. Merci. Alors, pardon? Alors, bon, je ne sais pas comment commencer. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que là, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, la France n'a pas les moyens de sa politique étrangère. On vient d'évoquer le dénuement, voire même, on peut aller plus loin, le délabrement de la diplomatie française. Mais après, c'est un choix politique, en réalité. C'est un choix politique et c'est le choix de déshabiller Paul pour habiller Jacques, Jacques étant les riches. Nous, on l'a démontré au moment des votes des budgets à la fin de la sécurité sociale et du budget de la nation. En fait, la France n'a pas de problème d'argent, en fait. La France a un problème de recettes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché les recettes là où elles se trouvent. Donc déjà, le rétablissement d'une forme d'aisance économique est possible. Mais après, c'est ce qu'on en fait de ça. C'est-à-dire qu'une économie de la paix, c'est aussi former les esprits, l'émancipation intellectuelle. Ça veut dire que peut-être on forme mieux les jeunes, quels moyens on met dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, moi j'ai fortement réagi au moment où Emmanuel Macron et le ministre de l'enseignement supérieur disaient que nous allons accueillir des centaines de chercheurs en France. On n'a pas les moyens, on n'a même pas nos propres chercheurs. Moi je le dis parce qu'en plus, j'ai fréquenté autour de moi beaucoup de doctorants, d'enseignants-chercheurs. La plupart ils arrêtent. Et donc, tout ça, c'est des moyens. Donc nous, d'abord, premièrement, rechercher les moyens là où se trouvent et investir dans l'avenir et dans l'intelligence, parce que je crois que c'est comme ça qu'on construit la paix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dire que même et c'est là qu'il y a aussi cette question de... Alors c'est partisan, mais pas seulement. C'est-à-dire que même dans d'autres époques, quand l'Europe était dominante conservatrice, et d'ailleurs elle est toujours, mais je veux dire, quand on voit quand François Mitterrand est arrivé en 1980 au pouvoir, à l'extérieur c'était les rouges arrivent en France quand même. Il y a des jeunes qui peut-être qui connaissent pas cette période, mais il faut vraiment voir ce que c'était. C'est-à-dire pour les gens en Europe, il y allait y avoir des chars en France. C'était Mitterrand quoi. Bon. En Italie, qui a été sous la coupe des États-Unis, ils ont eu des dirigeants qui ont été tués. En Suède, Olof Palme, social-démocrate, il y a beaucoup de chances que la CIA soit derrière le coup. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, en Europe, il y a toujours quand même ce truc un peu atlantiste qui fait que c'est dur de porter une voix singulière. Il n'empêche que la France, elle a quand même pendant longtemps porté une voix singulière. Y compris en dépit ça a arrêté en vrai Sarko, ouais. Même ça a été jusqu'à Chirac. Après Sarkozy, Hollande, après le Parti Socialiste a toujours eu un peu ce truc un peu atlantiste, mais quand même, ça tenait. Et donc moi je pense que c'est possible quand même d'avoir une voix singulière parce que faut revenir juste aux fondamentaux, avoir les moyens de sa politique, deuxièmement, c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention. Après, en termes de partenaires, il faut avoir conscience que la gauche de rupture, moi je dis gauche de rupture parce que, en fait, ce qu'on propose, en vérité, il faut arrêter, c'est pas très radical.
En vrai, en réalité, c'est pas... bon, moi, j'ai l'âge que j'ai, donc je m'intéresse à la politique depuis longtemps. J'ai relu le programme commun, j'ai relu les 110 propositions de François Mitterrand en 81. Pardon, mais c'est... En fait, aujourd'hui, ça s'est tellement déplacé le curseur idéologique que nous, alors après, on a des méthodes et des idées révolutionnaires sur le pouvoir au peuple, par exemple. Ça, c'est des dimensions qui n'existaient pas. On a une analyse du capitalisme qui est différente, y compris avec l'articulation avec les questions écologiques. Donc ça, c'est pour le coup, aujourd'hui, c'est assez radical et c'est vraiment la rupture. Mais la réalité, quand je dis qu'il y a un problème de recettes, il faut taxer les riches, pardon, mais c'est pas dingue. Le problème, c'est que dans les autres pays, les sociodémocrates, en Angleterre, voilà, moi j'étais au PS avant, donc je suis assez tranquille pour un peu désigner ce qui relève de l'eau tiède ou même du conservatisme. La gauche anglaise, on ne peut pas compter dessus. J'ai entendu parler du PTB en Belgique. Oui, mais c'est quand même minoritaire et puis c'est la Belgique, sans offense avec la Belgique. En fait, en Italie, aujourd'hui, la gauche n'existe plus. En fait, on va pas, enfin, Potere et Popolo, ça n'a pas vocation majoritaire. Moi, je pense que c'est plutôt dans les Suds, en Espagne, par exemple, que, alors là, il y a un reflux de Podemos, mais qu'on peut avoir des partenaires. Mais ce que j'ai envie de dire, même si, parce que l'état de la gauche en Europe, c'est compliqué, même s'il n'y avait que nous, franchement, vu que c'est la France, ça pourrait être quand même très très important. Et c'est pas pour rien que, je sais pas, vous avez constaté que nous, la France Insoumise, on a toujours été, même en temps de paix, en temps de guerre, d'ailleurs, de toute façon, en vrai, il n'y a pas de temps de paix. Aujourd'hui, le nombre de conflits qu'il y a dans le monde et depuis des années, on est un mouvement internationaliste, on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Jean-Luc Mélenchon est le seul qui, en dehors des campagnes présidentielles, parle vraiment de questions internationales, qui intéressent les gens, qui sort un peu la focale de l'Europe pour montrer que vraiment, il y a une communauté de destin, il y a nous qui le faisons. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu la chance de faire un déplacement avec Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, un déplacement avec lui en République démocratique du Congo. Je peux vous dire que, aussi bien sur le continent africain, là, ils étaient au Québec et aux États-Unis. En fait, partout, la France Insoumise, on a même reçu des délégations de communistes japonais. En fait, partout, la France Insoumise, il faut vraiment se le dire, que pour les partis de gauche internationalistes, on est vraiment une référence parce qu'ils voient bien qu'en Europe, l'Europe, voilà, ça devient à la fois conservateur, néoconservateur sur le plan international et beauf. Voilà. Donc en fait, nous, on reste un peu quand même une boussole pour tous les gens qui, dans le monde, sont dans un truc de vraiment une gauche de rupture. Et alors, si on était au pouvoir, je peux te dire que ça déclencherait quand même pas mal de choses en termes de solidarité internationale. Mais après, en réalité, de toute façon, il faut compter sur nous-mêmes, mais pas lâcher sur le fait que vraiment on est quand même un exemple pour beaucoup de nos collègues. Nous, par exemple, là, j'en parlais tout à l'heure à l'Assemblée avec Aurélien Taché et Sofia Chikirou, qui sont aussi sur les questions internationales. On a plein de demandes des oppositions dans tel ou tel pays qui nous disent « Ouais, vous avez été très en soutien du PASTEF qui a renversé Macky Sall. Nous, au Côte d'Ivoire, on a des gens qui nous sollicitent, etc. On a des gens qui nous sollicitent dans plein de pays d'Europe, notamment en Europe de l'Est. Mathilde Panot est partie avec Manon Aubry en Pologne pour aider les militantes féministes qui subissent les politiques conservatrices, réactionnaires du pouvoir polonais. Voilà, on a quand même cette force-là. Il faut nous aider. Et je pense que aussi un des éléments importants, c'est de montrer aux gens que ce qu'on dit, et c'est certes la rupture, mais ce n'est pas radical. En fait, moi, je pense que nous, on ne dit jamais gauche radicale, on dit gauche de rupture. C'est rupture avec le système, rupture avec les évidences qu'on veut nous faire avaler. Mais en fait, c'est pas radical de se dire qu'il faut partager les richesses. C'est pas radical de se dire qu'il faut consommer, qu'il faut exploiter la nature dans des limites pour notre propre survie. C'est pas radical, c'est juste humain et conscient. C'est la raison pour laquelle on a choisi la journée du 16 mai comme moyen de rassemblement des gens au niveau. Et cet après-midi,
On vient d'envoyer une lettre à 1500 correspondants dans le monde entier, à tous les mouvements de paix et tous les correspondants de paix, sur un appel « Stop les guerres, stop les violences, stop la misère ». Il faut une insurrection des consciences. Pourquoi? Parce que le 16 mai, d'habitude on manifestait pour le 21 septembre, journée internationale des Nations Unies pour la paix, et le 26 septembre, journée des Nations Unies pour l'élimination totale des armes nucléaires. Or, le 16 mai est venu d'une autre manière. C'est des courants spirituels un peu, les soufis, courants de chrétiens progressistes, je ne sais pas si c'est la bonne solution, le bon terme, mais bon ben voilà, qui ont amené cette journée qui est plutôt, on peut vivre ensemble depuis dans le quartier, dans nos diversités, et avoir les mêmes, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit ce collectif national des marches pour la paix. Il y a 200 organisations dedans. Vous trouvez la liste sur collectifpaix.org. Donc, les partis de gauche sont quasiment tous dedans, pas le Parti Socialiste, mais les autres partis sont dedans. Il y a les syndicats, et on a une coordination dans cette collectif, donc qui est coordonnée par le Mouvement de la Paix en tant que tel, et l'Association des éducateurs à la paix et des enseignants pour la paix. Mais il y a dedans la CGT, la FSU, le syndicat solidaire, il y a le Mouvement de la Paix, les enseignants pour la paix, Pugwash, prix Nobel qui représente les scientifiques, il y a un mouvement d'écologie, il y a Abolition 2000, les armes nucléaires, il y a les femmes solidaires, je l'oublie peut-être. On n'a pas volontairement, et en discutant avec les partis politiques, intégré les partis politiques dans la coordination. On a souhaité que ce soit les mouvements de paix, avec tout le respect qu'on a pour les partis politiques, ça n'empêche pas d'avoir des discussions avant nos réunions. Il y a des gens qui sont à la fois militants associatifs, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même 200 organisations, et c'est dans cette voie-là, et c'est pour ça que le 16 mai est extrêmement important. Et ici, je me permets de lancer un appel, même si on n'est que 10 dans une ville, on peut aller déposer une gerbe, je ne sais pas quoi, devant un monument aux morts, on peut aller voir son député, on peut aller à la sous-préfecture, j'en sais rien. Vous imaginez, on peut faire de la musique ici et faire une soirée pour dire la guerre, non, on n'en veut plus. Donc, je donne ça. Donc, il y a des rassemblements qui se font, vous voyez. On était dans cette dynamique-là, et puis d'un coup, il y a un gars qui m'appelle, j'ai eu votre truc, je vois ce que vous êtes, je suis chef d'orchestre, j'ai aidé l'orchestre de Sarajevo à se reconstruire à Sarajevo. Il se trouvait que nous, en Bretagne, pour ceux qui connaissent un peu, on a accueilli l'orchestre de philharmonique de Sarajevo à Rennes, et puis à Lannion, à Tréguier, à Saint-Brieuc. Donc voilà, et j'ai organisé un concert après les attentats. Et donc, il vient de nous proposer un concert à Paris. Donc on vous invite, si vous êtes là-bas, le 17 juin, sur le thème qui a eu le soutien du prix Nobel de la paix 2024, et sur le thème de la paix et de la culture de la paix, avec justement un nouveau manifeste qui s'appelle Manifeste 2025, qui a été rédigé par la personne dont je parlais tout à l'heure, qui avait rédigé la résolution des Nations Unies pour la culture de la paix, qui était directeur de la culture de la paix à l'UNESCO, qui dénonce comme nous les insuffisances des Nations Unies, mais qui a bien, l'exemple que je vous ai donné, c'est lui qui me l'a donné, et qui a fait un appel mondial, un truc tout simple, la culture de la guerre, on en a marre, on est déterminé à se battre jusqu'à la victoire pour la culture de la paix. Et donc là, on peut rassembler très largement. Moi, quand j'entends Dominique de Villepin, je n'ai pas voté, je crois pas, je n'ai pas voté pour lui, hein, mais quand même, franchement, il y a une réflexion. Et parce qu'il faut regarder l'histoire. Hein. On parlait tout à l'heure de l'ONU. Avant la guerre de Yougoslavie, vous avez parlé de la guerre de Yougoslavie, là, par exemple, l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, qui était un Amérique latine, je ne me rappelle plus, les noms, j'ai du mal, mais il a fait le tour de l'Europe en disant « Je vous enjoins de surtout ne reconnaître aucun État au sein de la Yougoslavie. Toute reconnaissance prématurée d'un État en Yougoslavie va générer une guerre dont vous ne savez pas quand elle n'est toujours pas terminée. » Et une fois qu'il y a eu les massacres de Srebrenica, on dit « Qu'est-ce que fait l'ONU ?» Et on dit nous aussi les pacifistes, parce qu'on luttait à l'époque avec les femmes en noir de toutes les capitales de républiques de l'ex-Yougoslavie. On les a fait venir, on est toujours en contact. Donc, de la même manière pour l'Irak. Pour l'Irak, les États-Unis ont menti à la tribune des Nations Unies. Je citais de Villepin parce que, voilà, ça montre qu'il faut dépasser les clivages,
les gens de bonne volonté, ils n'en peuvent plus de ces guerres, de ces massacres, mais la question qu'il faut arriver à montrer, c'est que on représente une force. C'est pas les experts, c'est nous. Et c'est ça, les gens, quand on discute avec eux, ils disent mais qu'est-ce que je peux faire? On sait. Alors, à la fois, on dénonce à juste titre les puissances, mais les gens, il faut qu'ils se prennent conscience que c'est... Et on a gagné des batailles, quand même. Je reprends l'exemple pour l'élimination des armes nucléaires. En fait, c'est intéressant, quand même, parce qu'à l'époque, c'était la commission du désarmement des Nations Unies, à Genève, hein, qui discutait de ça. Et, naturellement, le droit de veto... Rien ne sortait de cohérent pour la mise en œuvre de l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire, par exemple, qui prévoit théoriquement depuis 1970 que les pays qui ont des armes nucléaires doivent les éliminer. En tout cas, bon. Et donc, le secrétaire général de l'ONU, à un moment donné, a dit « ça suffit, vous ne faites rien, la question va revenir à l'Assemblée générale des Nations Unies ». Mais pourquoi ? C'est qu'entre-temps, s'était créé le collectif international pour l'élimination des armes nucléaires, qui est devenu ICAN international, et qu'il y avait des manifestations un peu partout, et qu'il y a une union qui s'est faite entre les mouvements de paix, les syndicats, un certain nombre d'États, comme aujourd'hui un peu les BRICS peuvent jouer ce rôle-là, hein, et en particulier le Mexique, l'Autriche, etc., qui se sont mis du côté de notre côté, les peuples, et qui ont... donc ça fait trio, le peuple, des États et des ONG qui se sont réunis, et à l'Assemblée Générale, eh bien, ça a été fait en 2017. Quand la séance a commencé, la France a fait une conférence de presse avec les États-Unis pour dire tout le mal qu'ils pensaient, que c'était insupportable ce qui allait se passer à les Nations Unies. Eh bien, il y a eu 142 États qui ont voté, et le traité d'interdiction des armes nucléaires, il a été gagné, et le 21 janvier 2021, il est entré en vigueur. Donc c'est une victoire de nous, et il faut s'appuyer sur ces exemples-là pour montrer qu'on peut, en liaison avec les politiques, et au-delà même des courants de pensée qui sont représentés ici. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Attends, juste... Oui, sur les courants de pensée qui sont dans une logique d'être... d'abord de s'appuyer sur la volonté populaire et d'être non aligné, par exemple, de ne pas suivre aveuglément les États-Unis ou quoi. En fait, là, tu as cité Dominique de Villepin, mais Dominique de Villepin, c'est un peu la droite à l'ancienne. C'est ça le problème, c'est que normalement, la droite soi-disant héritière du général de Gaulle, elle ne devrait pas être dans cette logique-là. Et bon, c'est pour ça qu'en fait, moi je trouve que la difficulté, c'est que dans la sphère politique, il y a eu vraiment un glissement très très belliciste, très très néoconservateur, avec un peu cette logique de choc des civilisations, cette grille d'analyse du monde, alors que tu as cité le Mexique ou l'Autriche dans des initiatives anti-nucléaires. Entre le Mexique et l'Autriche, a priori, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de points communs. Donc, comme quoi, c'est quand même possible. Et c'est quand même, et comme par hasard, ce sont des pays qui ne sont pas, entre guillemets, ceux qui pèsent le plus dans les questions internationales. C'est pareil, là, récemment, il y a eu ce qu'on appelle l'initiative de la haie. Je m'y suis rendu avec Mathilde Panot, Thomas Porte et Rima Hassan. Ce sont des pays qui ne sont pas les grands pays soi-disant de la diplomatie internationale, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. L'Afrique du Sud, évidemment, comme par hasard, c'est quand même l'Afrique du Sud qui a mené la bataille internationale pour qu'Israël et les autres criminels de guerre du Hamas soient traduits devant la Cour internationale de justice qui émane de l'ONU, mais aussi devant la Cour pénale internationale qui est une instance qui n'est pas associée à l'ONU, c'est le statut de Rome. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome sur la Cour pénale pour ne pas qu'on puisse poursuivre leurs dirigeants. Mais c'est quand même l'Afrique du Sud qui a mené la bataille et qui aujourd'hui, dans le monde, est quand même à la pointe. Donc ça illustre aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il fallait aussi retirer un petit peu de pouvoir et d'attention à toutes ces grandes nations qui finalement font pas grand-chose pour la paix. Et concernant qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, tu l'as très bien dit, déjà soutenir toutes ces collectifs, associations qui mènent la bataille. On peut les soutenir de plein de manières, participer à leurs événements, si on peut les financer également. Et puis après, pour qu'on ait une autre vision des relations internationales, j'aimerais bien qu'on regarde les élections présidentielles. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut voir, le combat qu'on pourrait mener, c'est celui pour les médias.
Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est pas possible d'accepter, dans un pays démocratique, qu'on ait une propagande comme celle-là, à longueur de journée, et que le Conseil national de la résistance, il avait indiqué que, et ça ressort partout dans les résolutions des Nations Unies, il n'est pas possible que les systèmes d'information soient sous la coupe des grandes multinationales, que quelqu'un sorte Elon Musk, là, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là, je ne me rappelle pas son nom. Il sort 40 milliards pour acheter X, comme ça, et donc, alors que ce combat-là, c'est un combat aussi fondamental pour la paix. On n'accepte pas d'avoir ça sous... on est accepté, nous on n'est jamais invité, nulle part, même, voilà, nulle part, on n'est pas invité, on ne veut pas nous entendre, on n'existe pas. On nous dit qu'on est naïf, etc. Donc on voit bien que la guerre de Yougoslavie, quand on dit, il ne faut pas la faire, hop, elle est faite, et puis une fois qu'elle est commencée, on dit, qu'est-ce que vous proposez pour empêcher, une fois que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a aussi eu des moments après la chute du mur de Berlin, etc. Mais j'insiste sur les médias, c'est pas possible aujourd'hui d'accepter ça, ça doit devenir une lutte fondamentale, mais j'aurais des propositions au point de vue structurel à faire à des députés. Par exemple, en France, mais ça c'est pas la question qui posait cette question du rôle de l'opinion publique, mais quand même, nous sur l'économie de paix, j'ai écrit un article qui est paru dans je crois que c'est Économie et Politique et d'autres journaux, sur qu'est-ce que c'est qu'une économie de paix. Eh bien, il y a des réformes structurelles qui sont possibles. Si on veut l'éducation à la paix, il y a des maisons d'environnement un peu partout à Rennes, il y a la maison régionale de l'environnement, il y en a quasiment dans toutes les régions. Pourquoi il n'y aurait pas des maisons pour la paix, pour la culture de la paix, avec les résolutions de l'ONU, avec tous les textes fondamentaux pour éduquer à ça? Donc, de la même manière, un institut national de recherche et d'éducation à la paix comme les EPST, comme le CNRS, comme l'INSERM, sur la question de la paix, un observatoire, parce que qui c'est qui observe les zones de conflit? Le pouvoir. Mais le CCFD, je pense par exemple, qui a des missions de solidarité à travers le monde, les organisations syndicales qui sont représentées dans tous les États, chaque fois qu'il y a des conflits, les organisations syndicales trouvent encore le moyen de discuter entre elles, même en Ukraine, et voilà. Et nous, on a organisé au début de la guerre en Ukraine une visio qui est sur le site du mouvement, entre les femmes, les mères de soldats russes contre la guerre, qui dit il n'y a pas d'autre solution, il faut que la Russie rentre, toutes nos armées rentrent tout de suite, et les mères de soldats disparus d'Ukraine, dans le local à Rennes, on a eu une discussion pendant 1h30, donc il y a des possibilités, mais aussi un institut de citoyenneté, et puis une chose, c'est donc les médias, et une mission interministérielle pour la paix. Ça, franchement, on a été reçu une fois au service par le Premier ministre, je ne sais plus qui c'était, mais il n'y a aucune structure dans le pays qui discute la paix au niveau du gouvernement. Aucune. Les affaires de la paix se discutent au ministère des Affaires étrangères, je dirais plutôt les affaires de la guerre. Quand il a décidé de faire la guerre, comme vous l'avez bien dit, ou comme tu l'as bien dit, après, il consulte le cas échéant, le Parlement. Mais pourquoi il n'y aurait pas une mise? Parce que si on veut construire la paix, il faut faire comme on a fait avec Erasmus. Ou comme c'est pour ça que De Gaulle, quand même, il y a quand même des choses intéressantes. Parce qu'il y a un glissement, effectivement. Pourquoi maintenant on ne pense pas que les problèmes avec l'Allemagne vont se résoudre par la force? Parce qu'en 1958, De Gaulle a quand même eu l'intelligence de dire, 70 millions de morts pour la Seconde Guerre, je ne sais pas combien de millions de... Et si on essayait quand même de parler, de travailler ensemble? Il a été traité de Bosch, de Schleu, etc., quand il a invité Adenauer à venir Mais quand même si l'Europe ne correspond pas à ce qu'on veut, quelque part, il y a des choses qui ont avancé quand même pour la paix et la collaboration. Ça, c'est du positif. Donc une mission interministérielle, ça veut dire le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, les organisations, pourquoi pas, sont invitées à participer. Enfin, tous les ministères qui sont concernés par la paix, et comme vous l'avez dit, l'enseignement supérieur, les conséquences de la guerre et de la paix, on voit bien, c'est ce que vous avez insisté beaucoup sur les conséquences. Donc, cette mission interministérielle, donc on y avait réfléchi, nous, parce que dans nos membres, on avait, certains connaissent peut-être, Jean-Pierre Kahn, qui était l'ancien président de l'université d'Orsay, et qui avait créé, sous le gouvernement de, je crois que c'est Jospin, une mission interministérielle pour la vulgarisation scientifique. C'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, la question de la paix,
Et la question de la formation de la jeunesse, on reçoit plein de jeunes chez nous en stage. Il y a des jeunes qui sortent avec le bac et ils ne savent pas ce que c'est que l'ONU. Je regrette, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, il y a à mettre du pognon, économie de paix ou économie de guerre. Donc nous, en tant que mouvement de la paix, on n'est pas contre l'existence, bien sûr, de moyens militaires, mais il faut le double balancier, diminution progressive des moyens militaires et augmentation progressive des moyens pour une économie de paix. Au-delà des moyens, c'est surtout l'orientation qu'il faut regarder, parce qu'il y a des orientations politiques qui peuvent être prises et qui ne coûtent pas vraiment cher. Aujourd'hui, la France est choisie pour sa politique étrangère, la voie de la force par rapport au droit. C'est pas le droit, c'est la force. Si elle double le budget consacré aux armes nucléaires a doublé en une loi de programmation militaire, on est passé de 3,7 milliards par an à 7 milliards. C'est-à-dire qu'on est engagé vers une modernisation des armes nucléaires. Bon, les changements, les sous-marins nucléaires de Lyon ont tous été changés, les missiles M51, etc. Donc, ce qui importe, c'est qu'il y a des outils. Au-delà des moyens, il y a des outils qui existent. La défense de la Charte des Nations Unies, c'est la défense de l'article 26, c'est la France qui intervient sur tous les terrains pour défendre le multilatéralisme au lieu de défendre le G20, le G7, etc. Ça ne coûte pas extrêmement d'argent. C'est les objectifs du développement durable. Il ne s'agit pas d'en parler, il faut mettre du pognon pour les objectifs du développement durable. Donc, les travaux du GIEC, ça, il y a unanimité chez les scientifiques aujourd'hui qu'il faut mettre de l'argent parce qu'on a la catastrophe avec le réchauffement climatique. Donc là, il y a des outils qui sont vraiment qui sont possibles et qui sont effectivement, on parle de rupture, voilà. Et le système effectivement international aujourd'hui au niveau des Nations Unies aussi, eh bien, il souffre de ça. Et je prends l'exemple de Federico Mayor, quand il était directeur de l'UNESCO. C'est un libéral, en fait. Hein. Voilà. Et quand il a quitté l'UNESCO, ben ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, avec les prêts, il dit ce qui entrave le fonctionnement des Nations Unies, il dit progressivement, l'aide au développement, qui doit être intégrale, endogène, durable et humaine, a été remplacée par les prêts. La coopération a été remplacée par l'exploitation. Les valeurs éthiques ont été remplacées par les lois du marché et le système des Nations Unies par les groupes plutocratiques G7, G8, G20. Le résultat de toutes ces mesures néolibérales est que les marchés ont eu la force motrice de la gouvernance mondiale au lieu des orientations sociales et politiques, en particulier celles prônées par la Charte des Nations Unies. Et là, il n'y a pas besoin forcément je veux dire, les moyens de la politique. Bon, en tout cas, je rejoins ce que vous avez dit sur les diplomates. Mais là, c'est des orientations fondamentales. Moi, je pense qu'on peut avoir l'union et que les partis de gauche jouent leur rôle pour aller dans ce sens-là, oui. Je pense que dans l'opinion publique, il y a tout un travail à faire. On n'est pas assez fort pour le faire. Que les gens sont capables de comprendre qu'effectivement, quand moi je donne des cours de français langue étrangère tous les mardis, je sais à peu près ce qui se passe. Enfin, voilà. La misère et la souffrance des gens qui quittent leur pays, mais il faut aider vraiment au développement et pas simplement donner, c'est comme les diplomates. Maintenant, il y avait la grève chez les diplomates. Ben oui, parce qu'il y avait un vrai corps diplomatique de gens, quand ils étaient au Liban, ils parlaient 5-6 langues, ils savaient ce qui se passait, ils étaient en relation avec tout le pays, ils voient ce qui se passe, ils informent avant. Et puis il y a aussi dans les diplomates possibles, je disais les gens du CCFD, etc., qui peuvent se former. Mais aujourd'hui, pourquoi il a attaqué le corps diplomatique? Parce que maintenant, ben bien sûr, il va nommer les anciens cadres des multinationales XY, qui va nommer diplomates. Et c'est là où ça rejoint la critique que fait Jean Ziegler. Mais quand il dit, il y a 500 sociétés qui produisent 58% du PIB mondial. Et ces 500 sociétés, c'est celles-là qui décide qui demain mangera ou qui demain mourra de faim ou d'autre chose. Et donc, l'attaque contre la diplomatie, parce qu'il y a quand même un corps diplomatique en France qui est... Voilà, ceux qui vont être en Palestine, on peut dire, même si on n'est pas toujours d'accord avec la politique de la France, jusqu'à maintenant, quand on y va, le consulat ou d'autres, quand on est en difficulté, ils interviennent et ils aident. Mais c'est pas ça, c'est un détail là. Mais je pense que la politique de la France... Et la paix aujourd'hui ne peut pas se construire avec les règles du néolibéralisme.
cette question-là, il faut et il n'y a pas besoin pour que les gens soient forcément très engagés politiquement pour comprendre que ce n'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à sa faim et que ça va conclure par automatiquement de nouvelles guerres, d'exacerbation des violences. On a fait la guerre, alors là, faut quand même, comme tu disais, en Irak, maintenant, le djihadisme est partout, les États ont été... on a violé les résolutions des Nations Unies en Libye, en Irak et tout ça, et dans quel état est le monde aujourd'hui? Donc, c'est tout ça qu'il faut... C'est un boulot immense de travail, d'éducation populaire. Bien sûr, je terminerai en disant, vous pouvez aussi adhérer au mouvement de la paix, hein, de la place, et même de créer un comité du mouvement de la paix à Bain-de-Bretagne. J'ai vu 2 ou 3 copains qui sont au mouvement de la paix, là-bas, il faut reconstruire, hein, Guichin, Bain-de-Bretagne, etc. Vraiment vous remercier beaucoup. C'était vraiment très intéressant, même passionnant, je ne sais pas, au vu de votre présence et de votre question. Merci beaucoup. Et en effet, je crois que si on veut construire la paix, en fait, il faut aussi s'engager pour ça. Je reprends tes mots en disant que la paix ne pourra pas se construire par le néolibéralisme, ne pourra pas se construire si on laisse le capitalisme aussi dominer le monde. Et donc, tout ça, il faut en avoir conscience, il faut le dénoncer. Et dire aussi que cette économie de guerre dans laquelle on est, elle a des impacts aussi sociaux, on en a parlé, et donc et elle a des impacts sur nos conquis sociaux, et ces conquis, il faut aussi qu'on puisse les préserver, et donc je fais le lien avec évidemment le 1er mai demain, puisque ça commence aussi par là, juste pour aussi vous dire que même le 1er mai, la journée de lutte des travailleurs et des travailleuses, même le 1er mai est attaqué. En question au gouvernement, mardi, la droite a attaqué le 1er mai en disant que peut-être il fallait remettre en question cette journée. Et que, voilà, donc c'est aussi une journée pour laquelle il faut se mobiliser demain. Et donc, voilà, je voulais quand même en parler puisqu'on est à la veille. Et ensuite, évidemment, il y aura le 16 mai. Le 16 mai également, où il faudra se mobiliser. Parce que mine de rien, en fait, plus on est nombreux, parce que la lutte, elle est politique. Et la politique, elle se joue à la fois dans les institutions, mais elle se joue à la fois dans la rue. Et en fait, c'est effectivement les citoyens et les citoyennes qui doivent aussi se mobiliser et s'intéresser à la politique et prendre part à tous ces sujets-là. Et donc, plus il y a du monde dans la rue, en fait, plus aussi nous, ça nous donne du poids, et plus la France peut regagner aussi cette voix singulière qu'elle avait et qu'elle a perdue.